Bonjour Victor Rios, Bonjour. Bienvenue à Mémoire des luttes, dans Merci. notre programme vidéo Le Monde qui vient, diffusé sur notre site de Mémoire des luttes. On vous reçoit aujourd'hui, vous êtes historien, Oui, vous êtes espagnol, catalan, membre de la rédaction de la revue El Viejo Topo, c'est ça. vous êtes en charge des questions latino-américaines, et vous êtes venu à Paris ces jours-ci pour donner une conférence à l'occasion des commémorations qu'a organisées à Paris pour se rappeler, se remémorer le décès du président vénézuélien Hugo Chavez. Vous êtes venu faire une conférence à Paris sur le Venezuela et sur l'Amérique latine en général, et on aimerait un peu en parler avec vous de ce sujet-là. Je précise que vous êtes universitaire, historien de formation, et que vous êtes chercheur au Centre d'études sur les mouvements sociaux C'est ça. de l'université Pompeu Fabra de Barcelone. Exactement. Et donc vous êtes avec nous. Vous êtes bien informé. Absolument, bien informé. Voilà, alors en fait tout simplement, j'ai envie que vous puissiez partager avec nous un peu votre analyse, quel regard vous posez en fait sur le Venezuela aujourd'hui, Oui. dont on sait qu'il traverse une crise économique et politique parmi les plus importantes qu'il ait connues ces 20 dernières années au moins. Quel regard vous posez sur le Venezuela en 2016 et puis plus largement, comment vous voyez son avenir. Et on va parler aussi de la question du retour des droites. Est-ce la droite qu'on a toujours connue? Est-ce une nouvelle droite? A-t-elle un nouveau discours, une nouvelle esthétique en Amérique latine, entre l'Argentine de M. Mauricio Macri, au Venezuela bien sûr, et ce qui se passe actuellement au Brésil sont trois éléments nouveaux dans le panorama, la conjoncture. Ouais. Et j'aimerais un peu connaître votre point de vue sur l'ensemble des sujets, mais on va démarrer avec le Venezuela. Quel regard posez-vous sur le pays de Bolivar? Oui. Moi, je crois que le Venezuela a changé absolument pendant cette quinzaine d'années dernières. Il y a eu la période de la présidence de Hugo Chavez, qui a été une période qui a permis au peuple vénézuélien retrouver sa dignité et avoir accès à une conscience politique à partir d'une formation culturelle, éducative importante, massive. Et ils ont pu reconquérir les droits sociaux qui étaient négligés pendant l'étape antérieure, et surtout la souveraineté, l'indépendance et la souveraineté par rapport aux États-Unis d'Amérique. Dans cette quinzaine d'années, il y a eu une construction importante du point de vue géopolitique. Bolivar parlait de 3 anneaux de protection pour notre Amérique. Chavez les a mis en pratique. Ça a été la construction de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne des peuples d'Amérique latine, Petrocaribe, comme un élément de coopération économique et financière auprès du pétrole, qui a donné indépendance aux petites îles des Caraïbes. Un deuxième anneau, ça a été le Mercosur et UNASUR, comme une façon de reformuler la fonction du Mercosur et la création de la Union des Nations d'Amérique du Sud. Un troisième anneau, le plus récent, la CELAC, la Confédération des États latino-américains et des Caraïbes. Ça a marqué une époque en Amérique latine. Chavez est rentré après les élections du 1998, et ça a été une quinzaine d'années que je crois que le président Correa a très bien défini comme pas seulement une époque de changement, mais comme un changement d'époque. Ce changement d'époque, à mon avis, il persiste en Venezuela et en Amérique latine. Au Venezuela, ils ont conquis ces droits sociaux, ils ont créé ces anneaux de protection, et ils ont surmonté la crise économique des années de 2010, à peu près. Maintenant, il y a des défis importants. Le premier, maintenir son indépendance et sa souveraineté. Pas facile. Obama vient de renouveler la déclaration que Venezuela est une menace inhabituelle, inusuelle et extraordinaire
pour les États-Unis. Pour la sécurité intérieure américaine. C'est ça. Cette déclaration, ça paraît stupide, incroyable, mais a une raison d'être. C'est ouvrir la porte à une possible intervention et maintenir la légitimité de la déstabilisation permanente du Venezuela, comme ils sont en train de faire. Il faut déclencher un mouvement de solidarité avec le Venezuela. Le peuple de Venezuela est clair et conscient, je crois, de le premier défi, c'est maintenir la souveraineté et l'indépendance conquise. Il y a un deuxième défi, c'est maintenir les conquêtes sociales, les droits sociaux récupérés, ou pas seulement récupérés, mais instaurés à partir de la constitution bolivarienne. Droits sociaux des travailleurs, des femmes, des peuples indigènes. Faire ça dans une situation de crise économique et dans une situation de descente du prix du pétrole, c'est la principale devise, comme on sait, du Venezuela, c'est pas facile non plus. Quand le pétrole était à 100, c'est une chose. Quand il est à moins de 25 dollars baril, c'est toute une autre chose. Jusqu'à présent, ça s'est maintenu. Mais pour faire ça, à mon avis, il faut gagner le troisième et très difficile défi, c'est rééquilibrer l'économie. Rééquilibrer l'économie, ça veut dire pas seulement faire face à la guerre économique déclenchée au Venezuela d'une façon presque littérale à ce qu'ils ont fait au Chili des années 73. Pour les personnes qui ne croient pas ou ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la guerre économique, il faut réviser l'histoire et voir ce qu'ils ont fait pour déstabiliser l'économie chilienne, reconnue par les documents du Pentagone 30 années après, déclassifiés. Alors il faut revoir Chili, Venezuela, c'est la même chose. Mais ce n'est pas seulement ça qui est l'élément auquel il faut faire face. C'est aussi les difficultés pour sortir d'un mode de, on pourrait parler de rentisme. Modèle rentier. Modèle rentier, c'est ça, modèle rentier pétrolier, basé sur le pétrole. C'est une centaine d'années, et le modèle rentier, dépendant du pétrole, c'est pas seulement une économie, c'est une culture. C'est une culture du facilisme, on peut dire, de la vie facile, de la superconsommation, de pas voir la centralité du travail, tant du point de vue de la bourgeoisie, qui est surtout spéculative, comme du point de vue des travailleurs. Il y a des difficultés culturelles. Et puis là, ça est lié à une vision magique de l'État, où l'État est celui qui fait la répartition des revenus de la rente, il est un totem. Alors, renverser ça, c'est un défi que jusqu'à présent, ça n'a pas réussi encore. Et le saut à un modèle productif, ça veut dire centralité du travail, ça veut dire des règles du jeu claires pour le marché et pour les entreprises privées, mais ça veut dire aussi efficacité des entreprises publiques, une bonne gestion du public. Et là, ils sont, je crois, à Venezuela encore assez arriérés du point de vue de la gestion publique avec efficacité des entreprises publiques. Ça veut dire aussi un taux de change où on ne puisse pas spéculer à partir de la monnaie, sur la monnaie. Et ça veut dire s'insérer les prix et les variables économiques pas sur les épaules des travailleurs, mais d'une façon graduelle pour réussir à avoir ces équilibres économiques. Ça, c'est un défi qui prendra du temps. Il faut du temps, mais la droite vénézuélienne est pressée, est très pressée de renverser Maduro et de récupérer le pouvoir, pas dans une stratégie seulement vénézuélienne. Alors, deux questions. D'abord, l'opposition, la table de l'unité démocratique, la MOUD,
vient d'annoncer qu'elle allait entreprendre une multiplicité d'initiatives, une stratégie intégrale pour obtenir le départ du président Nicolás Maduro, en actionnant à la fois une démarche d'amendement constitutionnel, à la fois de demander un référendum revocatoire, et à la fois ce qu'ils appellent la renuncia, qui serait, si j'ai bien compris, une loi spécifique qui permettrait d'anticiper des élections. D'un côté, il y a ça. De l'autre côté, il y a souvent, au Venezuela, on parle de l'existence d'un pouvoir populaire lié au chavisme et à la révolution bolivarienne. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir populaire et qu'est-ce qu'il peut faire actuellement face à la stratégie de la droite? Oui. La stratégie de la droite se présente avec diverses cartes, divers choix, mais c'est une même stratégie. Ils ont essayé, après le décès de Chavez, ils ont essayé de renverser Maduro directement par un terrorisme urbain qu'ils appelaient la salida, la sortie, le sortir de Maduro, quand le plus vite possible. Et ils ont déclenché terrorisme urbain avec 43 morts. Maintenant, ils essaient d'appliquer de l'Assemblée nationale une loi d'amnistie, qu'en réalité c'est une loi d'amnésie, pour faire oublier les responsabilités criminelles pendant ces journées-là. Et même en essayant de faire des lois qui permettent de libérer ceux qui sont accusés de corruption, par exemple, et de crimes de l'humanité. Et c'est la constitution bolivarienne, l'article 29, qui empêche quiconque loi d'amnistie sur des délits de l'humanité, de crimes de l'humanité, mais ils essaient de surpasser ça. Alors c'était une stratégie de sortir vite. Face à cette stratégie, il y a un mouvement populaire qui s'exprime avec des organisations de divers types. Il y a les conseils des communautés. Les conseils de communauté, ça serait comme on pourrait dire des assemblées de voisins sur le territoire, organisées sur le territoire, pour décider pas seulement les trucs qui ont à voir avec le territoire, mais aussi pour parler de la politique globale, de la politique publique globale. Et ces conseils de communauté se joignent dans un niveau supérieur qui s'appelle la commune. Les communes ont aussi des compétences de pouvoir populaire. Ce pouvoir populaire s'organise, il a une autonomie du pouvoir politique institutionnalisé, mais il faut le renforcer, l'approfondir pour que la démocratie prévue dans la constitution bolivarienne, protagonique du peuple, protagoniste, participative, soit plus vive. Parce qu'il y a eu une certaine prise de cadre des mouvements populaires pour la gestion publique. Et ça a débilité, en certaine façon, ce pouvoir populaire. Le pouvoir populaire, oui, il a la force. Il a montré il y a une dizaine d'années, quand ils ont essayé de renverser Chavez par un coup d'État. Ça a duré 48 heures et ça a été les gens dans la rue qui ont empêché la réussite du coup d'État. Avec l'appui d'une partie importante de l'armée, qui n'a pas suivi les chefs qui voulaient faire le coup d'État. Alors, le pouvoir populaire est vif, et c'est l'élément principal pour que l'État ait un support, une aide pour bloquer les plans de déstabilisation. C'est fondamental, moi, je crois. Oui. Alors, est-ce que vous pensez maintenant que la droite va gagner de nouveau l'Amérique latine dans les mois et les années qui viennent, avec ce qui se passe au Venezuela, on en parle, qui est l'épicentre, mais aussi l'Argentine, le Brésil, peut-être demain la Bolivie. Comment vous voyez les choses? Moi, je crois que l'histoire n'est pas écrite et que la droite va tenter de récupérer le pouvoir politique perdu. Ils ont maintenu des degrés importants de pouvoir économique et médiatique dans tous ces pays. Avoir le gouvernement, c'est pas avoir le pouvoir. Et cette distinction est importante. Les mouvements populaires ont permis l'accès au gouvernement, de gouvernements progressistes, mais le pouvoir politique est en dispute et le pouvoir économique et médiatique continue dans les mains de la droite internationale, pas seulement des élites locales.
Ça répond à une stratégie. Moi, je crois que c'est une stratégie profonde et planifiée. Le repli des États-Unis par rapport à ces désastres au Moyen-Orient, c'est un repli qui leur permet de s'occuper de son arrière-camp, son arrière-cour, c'est ça, l'Amérique latine. Et ils essaient de la récupérer de deux façons. Une avec l'axe économique au Pacifique, Mexique, Colombie, Pérou, même Chili, comme un axe économique pour contrer l'axe bolivarien ou d'indépendance économique et politique, l'axe Mercosur, UNASUR, CELAC. Et ils consolident l'axe économique du Pacifique, mais aussi ils déstabilisent l'autre. Celui est composé par le Venezuela, Bolivie et Équateur, comme les trois pays qui tentent de surmonter pas seulement le néolibéralisme, mais aller au-delà du néolibéralisme, du capitalisme même, essayer de sortir du capitalisme. Mais aussi l'Argentine, le Brésil et l'autre pays de Centre-Amérique qui sont dans cet axe. Alors, ils déstabilisent ça. Les opérations en Argentine, au Brésil, au Venezuela, je crois qu'ils sont télédirigées dirigées par les États-Unis, je n'ai aucun doute. Mais la réussite, c'est incertaine. Parce que je crois que le changement d'époque, c'est pas conjoncturel, c'est historique. Alors, oui, il y aura des replis et des derrotas, des défaites. Des défaites, c'est ça. Il y aura des défaites. Et il y a eu des défaites récentes. Mais c'est des défaites politiques auprès desquelles les peuples et leur gouvernement peuvent apprendre les leçons et renverser ces défaites du moment. Exemple, Argentine. L'arrivée de Macri a déclenché des propositions de bloquer les droits sociaux conquis pendant ce temps. Et il y a déjà les gens dans la rue en essayant d'empêcher ce retour en arrière. Et ça peut créer une nouvelle situation en Argentine pour le mouvement populaire. Au Venezuela, le résultat des élections parlementaires en décembre, ça a fait réfléchir parce que la droite n'a pas tellement avancé en vote. C'est une partie du chavisme populaire qui exige à son gouvernement plus d'efficacité, plus de force pour faire tomber la guerre économique et récupérer la stabilité de la vie quotidienne. C'est pas un peuple qui soit disposé à perdre les droits sociaux conquis et la Constitution. Je vois un peuple conscient. Alors, je ne crois pas qu'ils acceptent facilement un retour en arrière. Non. Ces résultats font voir que peut-être ce n'était pas la façon de faire un vote négatif aux politiques, aux insuffisances des gouvernements, aux manquances des gouvernements. Et je crois que dans une éventuelle référendum pour faire renverser le président, la droite ne l'a absolument pas facile. Parce que il y a un chavisme populaire vif et qui ne s'exprime pas toujours dans les moments électoraux, mais qui apprend de ses défaites. Victor Ríos, merci beaucoup pour cet éclairage que nos visiteurs, nos internautes pourront apprécier sur le Venezuela aujourd'hui et les défis qui s'imposent à l'Amérique latine dans cette période particulière, difficile, mais dont on comprend que vous pensez qu'elle peut aussi donner des ressources en réalité aux forces populaires pour répondre aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Merci. Merci à vous, merci et une reconnaissance, un remerciement à Mémoire de lutte par son travail. Moi, je le suis par Internet et je suis très content de voir qu'il y a un groupe de gens
engagé et avec une clarté intellectuelle notable qui aide les luttes. Pas seulement la mémoire, mais l'actualité. Je vous remercie. Merci. Et je crois que la solidarité des peuples, c'est l'espoir des peuples. Alors, même dans des situations difficiles, il faut maintenir ce que Gramsci parlait du pessimisme de l'intelligence, qu'on pourrait dire aussi la vérité est révolutionnaire. Il ne faut pas négliger les éléments difficiles des conjonctures, mais il faut maintenir l'optimisme de la volonté, l'espoir, traduit en lutte, mémoire des luttes et lutte pour le futur. Merci bien. Merci.